16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, producteur, scénariste, parolier et compositeur français. Il est le précurseur de la sitcom française, cofondateur d'Abus Productions, devenu JLA Group. Il a créé et produit le Club Dorothée, Premier Baiser, Hélène et les Garçons et toutes les sitcoms cultes des années 80-90, dont l'une perdure encore, avec d'autres séries dont Camping Paradis, mais aussi des programmes de prime time, de fiction, de flux ou d'animation. Jean-Luc Azoulay nous surprend encore, de quoi donner envie de le découvrir ou redécouvrir sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Luc Azoulay. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle Sarah. Ça va très bien. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Alors je tiens à dire que ça fait très longtemps que j'ai envie de vous avoir en face de moi. On a fait une émission, voire deux, avec Elsa et Snou. Je vous avais reçu. Que j'ai écouté d'ailleurs. Voilà, je vous avais reçu sur la première et j'avais gardé l'idée de vous avoir en tête. Et alors je suis encore d'autant plus heureuse de vous recevoir, sachant que comme on dit, vous n'avez rien à vendre. Vous êtes venu par pure amitié pour venir nous voir et parce que j'avais envie de vous recevoir. Eh ben c'est très gentil à vous de m'inviter et j'ai une sympathie pour Radio J, pour vous et pour l'ensemble de ce que vous faites. Ça me fait très plaisir, Jean-Luc Azoulay. Alors vous le savez, dans cette émission, vous connaissez l'ADN, bien sûr, vous découvrir, mais aussi envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors, le début, toujours le début. Jean-Luc Azoulay, vous êtes né le 23 septembre et cette date nous fait un point commun. Vous êtes né le 23 septembre aussi. Exactement. C'est la sortie Cyril Hanouna aussi. Exactement. J'allais vous le dire. Donc, ça nous fait un point commun à tous les trois. Et alors, vous êtes né en 47 à Sétif, en Algérie. Oui. Vous allez y rester jusqu'en 1962. Quel souvenir vous gardez de votre enfance au pays ? C'est une enfance sympathique. Mon père était professeur, ma mère était mère au foyer. J'avais plein de petits copains. On habitait dans une cité, la cité HLM de la cité de la Pinède. J'avais plein de copains, on s'amusait, c'était joli. Je suis parti, j'avais 15 ans, donc vous savez, c'est des souvenirs vraiment de petite enfance. C'est vrai, mais vous y restez quand même un certain temps. Beaucoup qui en sont revenus nous disent, bon, j'avais 3, 4 ans, donc les souvenirs sont assez lointains. Vous avez quand même eu le temps de vous développer dans ce pays où ça nous semble beaucoup trop loin pour certains. Donc il y a sûrement des odeurs, des parfums, certaines saveurs qui vous manquent. Oui et non, c'est-à-dire que Sétif, c'est une ville particulière, c'était à 1100 mètres d'altitude, donc il neigeait en hiver, donc j'étais pas surpris quand j'ai découvert la neige à Paris, et ça avait été reconstruit par le baron Haussmann, donc l'architecture haussmannienne ne m'a pas surpris non plus. Donc c'était un petit coin de France quelque part, avec des endroits sympathiques, mais honnêtement j'ai pas été très dépaysé, et j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs normaux, mais qu'on retrouve facilement à Paris. On peut manger des pâtisseries orientales, du couscous, il y a pratiquement plus d'épiceries musulmanes que là-bas. Enfin, c'est pareil. Vous avez alors 15 ans lorsque vous arrivez à Paris avec vos parents. C'est une date qui a dû vous marquer, le 1er juillet 1962, soit 4 jours avant l'indépendance de l'Algérie. Vous vous installez à Malakoff. Vous ne connaissez pas l'argent, c'est ce que vous dites. Jean-Luc Azoulay, votre père était professeur, votre mère institutrice avant de devenir avant que je maman au foyer. Pour vous élever, qui étaient vos parents et étaient-ils croyants ? Mes parents étaient croyants, absolument. Ils étaient pratiquants, normalement pratiquants, c'est-à-dire c'était pas des extrémistes, mais on faisait le Shabbat, on faisait les fêtes, on faisait tout ça, mais c'était des juifs normaux. D'ailleurs, c'était pour moi la vraie religion juive, qui était une religion beaucoup plus cool et sympathique que ce qu'elle devient avec certains gens que je connais maintenant qui sont devenus des intégristes, et je trouve ça dommage. Qu'est-ce que vous appelez intégriste et pourquoi vous trouvez ça dommage ? Parce que c'est trop. Je veux dire, quand je vois des gens faire la queue devant des portes à Levallois en attendant que quelqu'un appuie sur le bouton parce qu'on est vendredi soir, je trouve ça un peu trop, quoi. C'est que ça n'a jamais été péché d'appuyer sur un bouton pour rentrer chez soi. Vous pensez-vous que la religion doit être modérée, dirons-nous cela comme ça ? Elle doit être normale. C'est une religion, c'est avant tout une croyance. C'est un rapport avec Dieu. C'est pas une série d'interdits dictés par des hommes. Aujourd'hui, alors c'est ce que j'allais vous demander, Jean-Luc Azoulay, vous êtes quel genre de juif ? Je suis un juif normal, pratiquant, je fais toutes les fêtes, enfin les grandes fêtes.
Vous faites Kippour. Je fais Kippour. Est-ce que vous faites le Shabbat le vendredi soir, par exemple? Je fais le Shabbat de temps en temps, quand j'ai le temps et quand je n'ai pas d'autres obligations. Mais j'ai un rabbin formidable qui me dit que si c'est pour la bonne cause, je peux le faire. Donc tout va bien. Donc je fais le Shabbat quand je peux, avec des amis, en famille. Je fais Kippour, Purim. Là, je viens de faire Purim, Pessah. Et donc bientôt Rosh Pessah. Hashanah, enfin les grosses fêtes. Les grosses fêtes. Alors on va revenir un petit peu dans le passé. Vous allez étudier au lycée Carnot. Plus surprenant, vous allez faire médecine. Et alors, dans le même temps, à l'âge de 18 ans, en pleine période yéyé, vous découvrez Sylvie Vartan en écoutant Salut les copains à la radio. Et vous allez créer son premier fan club, faire la connaissance de Carlos, son secrétaire, dont vous allez devenir l'assistant. Et la machine va s'emballer. Voilà, non, j'ai découvert Sylvie Vartan à 15 ans quand je suis arrivé en métropole et que j'ai eu la télé, la radio. J'ai découvert Sylvie Vartan en ce moment-là. Je suis devenu fan, j'avais 15 ans. Et je suis resté, j'ai créé son fan club, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et ensuite, comme j'avais eu mon bac, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais beaucoup de familles médecins, donc j'ai fait médecine. Et parallèlement à ça, je m'occupais du club Sylvie Vartan. Carlos était mon ami. Et quand Carlos a commencé à chanter, il m'a demandé de le remplacer auprès de Sylvie. Donc je cumulais médecine le matin très tôt et Sylvie Vartan l'après-midi et le soir. Vous allez voyager avec elle dans le monde entier, puisque vous l'avez dit, vous allez remplacer Carlos. Vous avez été dans les plus beaux hôtels avec une vie de luxe que vous dites par procuration, que vous ne connaissez pas à l'époque, vous qui vivez avec des revenus entre guillemets modestes, puisque vos parents étaient modestes. Et puis lorsque finalement Sylvie décide de rester vivre aux États-Unis, vers 30 ans, vous allez monter AB Productions avec Claude Berda, qui à la base, est une société, on va dire, de musique, de production de musique, et pas d'audiovisuel. Et donc là, vous allez commencer à développer des artistes. Oui, la musique, c'est de l'audiovisuel, c'est l'audio déjà. Et Claude Berda, je l'avais connu, c'est amusant, aussi par son père, qui avait monté les créations Sylvie Vartan, qui étaient les boutiques Sylvie Vartan. On était, à l'époque, quand ça a été fait 2 ados, on devait avoir 18 ans chacun. Lui était à Dauphine, moi j'étais en médecine, on a sympathisé, on était copains. Pas amis, mais copains. Et puis, j'ai retrouvé, quand Sylvie est partie aux États-Unis, j'ai retrouvé Claude, qui venait de perdre son père, qui se retrouvait à la tête des affaires familiales, qui s'ennuyait un peu. On a parlé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, je veux probablement faire des disques producteurs, parce que c'était le métier qui m'amusait le plus, qui m'intéressait le plus. Il m'a dit, je vais le faire avec toi. Voilà. Vous adaptez la version disco de cette chanson. Oui, c'est ça. J'ai adoré écouter cette chanson ce matin que j'ai découverte en version disco. C'est la chanson évidemment de Mustapha, Chérie je t'aime, chérie je t'adore, créée par Bob Azam. Elle va se vendre à 100 000 exemplaires, peut-être même plus. Vous produisez donc des disques pour la jeunesse comme Le Petit Prince, raconté par Jean Marais, et avec l'autorisation du Vatican, vous éditez même des disques composés des messes du pape Jean-Paul II. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est surréaliste quand on y pense. Non, mais c'est surréaliste, mais c'est une histoire sympathique. C'est-à-dire que on se demande avec Claude un soir qui est la plus grande vedette du monde. On dit c'est le pape. Et on va l'appeler. On appelle donc le Vatican en disant voilà, on va faire la liste du pape, et on tombe sur des gens charmants qui nous disent écoutez, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça ne s'est jamais fait. Donc Claude est allé au Vatican rencontrer Monseigneur Bucciarelli, qui était le responsable de la librairie éditrice du Vatican. Ils ont trouvé un accord, et donc on a édité on était les premiers à éditer le pape en CD. Un temps plus tard, nous sommes début 78, vous découvrez alors Dorothée. D'abord sur Antenne 2, elle est animatrice de télé, elle anime Dorothée et ses amis, et grâce finalement, c'est ce que vous racontez évidemment, que vous avez dit plusieurs fois Jean-Luc Azoulay, grâce à une hépatite attrapée par une pizza avariée, elle vous cloue au lit, et vous allez donc la voir comme ça, la découvrir comme ça, et un temps plus tard, la rencontrer et la convaincre de lui écrire des chansons. Comment ça s'est passé ? C'est simple, j'ai vu Dorothée à la télé puisque j'étais au lit. Elle était speakerine aussi. Ouais. Elle faisait Dorothée et ses amis, qui était une émission qui servait de bouche-trou à Antenne 2 à l'époque. C'est-à-dire qu'il faisait des minutes de programme avec des dessins animés que Dorothée présentait quand il y avait des trous d'antenne. Je me suis, en reprenant mes esprits après mon hépatite, je me suis débrouillé pour la rencontrer par des amis communs. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux chanter? Ou est-ce que vous voulez chanter? Elle m'a dit, sûrement pas. Donc, on a trouvé une autre idée. On a fait un livre disque qui s'appelait Dorothée au pays des chansons, qui racontait une histoire. C'était un petit peu comme un conte musical. Un conte musical, exactement. Et dans lequel elle arrivait dans notre pays, tous les habitants avaient des chansons, donc tous les habitants avaient leurs chansons.
Et en faisant l'album, j'ai dit, tu veux pas essayer de fredonner quelques... Ah oui, pourquoi pas, elle a fredonné, elle a trouvé que c'était bien, alors qu'elle avait très peur de ne pas savoir chanter, et c'est comme ça que c'est venu. Vous l'avez amené finalement à ce que vous vouliez, Jean-Luc Azoulay. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, votre ADN. Oui, non, mais c'est pas ça. Je l'ai pas emmené où je voulais. C'est que on s'est aperçu ensemble que c'était possible. Et pourquoi pas à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Je l'ai pas. S'il avait chanté mal, j'aurais pas pu l'emmener. Vous n'auriez pas insisté. Vous lui écrivez la chanson Ou la menteuse en 82. Elle est vendue à 1,5 million d'exemplaires. La chanson se classe numéro 1 des ventes de singles pendant 9 semaines. En 2 ans, la chanteuse devient donc animatrice de Récré à 2. Elle vend des millions de disques. Elle vous permet de vous imposer aussi dans la musique. Elle enchaîne les albums, les succès. Et après ce succès, vous allez produire aussi d'autres artistes, des comédies musicales pour elle également, pour Dorothée donc, mais aussi Emmanuel Motaz avec son éternel premier baiser, ou encore Vanessa Paradis avec notamment le titre La magie des surprises parties. Comment vous la découvrez Alors Vanessa Paradis, c'est pas moi, c'est les Forban qui étaient des copains qui avaient produit Vanessa Paradis. Et comme c'est des copains, ils nous ont demandé de sortir le disque, ce que j'ai accepté. Et donc on a sorti le disque de Vanessa Paradis, qui a été un petit succès, mais sans plus. Par la suite, en parallèle, vous vous intéressez à la télévision. Et c'est là qu'on rentre concrètement dans le game, comme on dit Jean-Luc Azoulay. Vous produisez l'émission au départ Discopus. Oui, c'était une coproduction avec France Télévisions, voilà. Avec Antenne 2. Mais on n'en parle pas assez. Ça se passe pendant 6 ans. C'est dans le cadre de Récré à 2. Donc, vous n'êtes pas tout de suite chez TF1. Il y a quand même ce temps avec France 2. Et puis, toujours plus, Claude Berda, en 87, va proposer à TF1 de vous confier à tous les deux l'unité famille, soit plus de 900 heures de programme par an. Vous allez y ramener Dorothée, vous allez convaincre. Ça aussi, c'est un plus énorme parce qu'à l'époque, quand même, il faut y aller chez TF1. L'aventure Dorothée va commencer. Oui, c'est un peu l'inverse, si vous voulez. En réalité, ce qui s'est passé, Récré à 2, déjà, Jacqueline Joubert était une amie, je faisais partie de l'équipe quelque part. C'est moi qui m'occupais dès qu'il y avait des chansons pour Dorothée et tout ça. Et on a eu l'idée un jour de faire les vieilles chansons françaises en disant, vous occupez de toute la partie sonore et on fait la partie visuelle. C'est ça. En studio. Donc on s'est occupé de ça. Donc on a coproduit Discopus, qui s'appelait ensuite Le Jardin des chansons. Et ensuite, ce qui s'est passé en 87, c'est TF1 qui est venu nous chercher Dorothée et l'équipe qui travaillait avec elle, c'est-à-dire Claude Berda et moi, en nous proposant de venir donc sur TF1. À l'époque, France Télévisions, Dorothée était un petit peu négligée, et Jacqueline Joubert devait au départ venir avec nous. Donc Jacqueline au dernier moment n'est pas venue. Je ne sais pas pourquoi, hélas. Et donc, on s'est retrouvé avec Claude, moi, Dorothée, et il fallait un responsable unité jeunesse. Donc, on a décidé avec TF1 que ce serait Dorothée la responsable unité jeunesse. Et c'est comme ça que donc tout s'est emballé. C'était donc le Club Dorothée, pour ceux qui s'en souviennent pas, une présentation avec des programmes de dessins animés dedans. Il y avait donc de la présentation d'un côté, et puis on découvrait tous les dessins animés de notre enfance, Bioman, Chevalier du Zodiaque, Nicky Larson, Juliette Je t'aime, Dragon Ball ou encore Sailor Moon un temps plus tard, que j'ai tellement aimé. Par la suite, l'émission Pas de pitié pour les croissants, avec Dorothée et ses acolytes, Jackie, Ariane, François Corbier et Patrick Simpson-Jones, et d'autres émissions télévisées centrées sur Dorothée et ses acolytes. Et on a quelqu'un qui a tenu à vous poser une petite question. Allons-y. Bonjour Jean-Luc, je suis l'intervieweur masqué du JJDA. J'ai juste une question à te poser. Préfères-tu Marotte et Charlie ou Pas de pitié pour les croissants? Je t'embrasse. Jackie, j'aime les deux parce que tu es dans les deux, donc forcément c'est bien. J'ai une tendresse pour Marotte et Charlie parce que c'est beaucoup plus surréaliste, mais on a fait aussi pas mal de bêtises dans Pas de pitié pour les croissants, donc disons que j'aime les deux. Vous aimez les deux, donc pas de choix. Vous allez, comme on dit, Jean-Luc Azoulay, inonder la chaîne de programmes en tout genre, créer de nombreuses séries télévisées, appelées les sitcoms. On va bien sûr entendre des génériques pendant que nous sommes en train de se parler. Salut les musclés, bien sûr. Ensuite, il y aura Premier baiser. Il y aura par la suite Le miel et les abeilles, évidemment. Ensuite, il y aura Hélène et les garçons. Et il y aura Les filles d'à côté. Pour l'amour d'un garçon.
Alors voilà, on entend tous ces génériques. Vous êtes à la manœuvre de tous les génériques que nous sommes en train d'entendre. Généralement, c'est même vous qui écrivez les paroles et vous allez faire chanter tous ces comédiens que vous allez découvrir. La curiosité est là. Comment, Jean-Luc Azoulay, vous allez découvrir ces gens? Est-ce que finalement vous allez faire des castings et trouver ces personnes pour les mettre dans des cases, ou l'intérêt va être suscité quand vous allez découvrir quelqu'un lors de casting lambda? C'est-à-dire les deux. On a fait des castings pour avoir des gens qui jouaient bien, qui étaient beaux, qui avaient du charisme. Et en les découvrant, on s'est aperçu que certains savaient chanter, donc autant les faire chanter, puisque moi c'est quand même mon métier de base. Alors dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous savez, les 3 premières sitcoms, c'est la même. C'est-à-dire que Salut les musclés, il y avait une jeune fille qui s'appelait Justine, qui était la petite fille chez les musclés. C'est la continuité. Qui à un certain moment a eu trop d'histoires pour tenir dans les musclés. On a fait Premier baiser. Elle avait une grande sœur qui s'appelait Hélène. Et l'Hélène a eu trop d'histoires aussi. Donc on a fait Hélène et les garçons. C'est voilà ça. Et Salut les musclés, c'était les musiciens. C'était les musiciens de Dorothée, c'est-à-dire on partait en tournée. Et dans le car, on s'amusait bien. Ils étaient drôles, ils avaient des personnalités, ils étaient vraiment... C'est très sympa, c'est une équipe, on rigolait sans arrêt. Et donc en rentrant, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire une fiction? Puis ce sont tellement des personnages qu'on peut leur faire des histoires autour de ces personnages. Ouais. Donc j'ai créé l'histoire de ces 5 garçons qui vivaient ensemble dans un appartement. Et ensuite, pour pimenter l'histoire, j'ai rajouté la petite nièce de Framboisier qui arrivait et qui mettait un petit peu le souk dans cette société de garçons. Jean-Luc Azoulay, vous avez écrit peut-être 4000 scénarios aujourd'hui? Oui, un peu plus maintenant. Un peu plus maintenant. Parce que les mystères, on en est à 800 déjà. À 800 pour les mystères de l'amour. Vous étiez parfois en coécriture, mais vous avez toujours le mot de la fin. Depuis 30 ans maintenant, avec la fidélité aussi que vous avez pour ces textes, mais aussi que le public vous rend pour faire perdurer notamment les mystères de l'amour. À l'écriture, ça ne peut être que vous, puisqu'il faut connaître la genèse d'Hélène et les garçons jusqu'à maintenant, au miracle de l'amour, aux vacances de l'amour, à nos jours, et se souvenir de tout pour éviter les impairs. Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez une petite fiche, peut-être, en disant elle avec lui avec elle? Est-ce qu'il y a un petit secret? Non, alors j'ai plusieurs choses. Déjà, je demande aux comédiens, mais dis-moi, est-ce que tu as eu une histoire avec un tel? Ils s'en souviennent en général. Et ensuite, j'ai un truc formidable, c'est les fans. Parce que les fans, sur plein de sites, connaissent tous les détails. Et quand je me trompe par hasard, je suis insulté en disant oui, il perd la mémoire, il devient sénile, il a oublié qu'un tel avait fait ci. Bon, enfin. Mais ça, c'est après coup, du coup. C'est après coup. Mais avant coup, il y a beaucoup de sites sur lesquels il y a beaucoup d'informations. Et on a heureusement toutes les archives, donc on peut les vérifier dans les vieux épisodes. Jean-Luc Azoulay, est-ce que vous direz que Hélène et les garçons, et maintenant donc les mystères de l'amour, c'est un peu les feux de l'amour à la française? Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Hélène et les garçons était une sitcom. Les feux de l'amour, c'est un soap. Donc les ressorts ne sont pas les mêmes. Une sitcom, c'est du comique, c'est enfermé dans un décor donné, avec une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'action. Les feux de l'amour, c'est un soap, donc ça se passe un peu partout avec des grands enjeux. Et les mystères de l'amour, c'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est une fiction, avec des enjeux différents. Et il y a une petite partie sitcom qui m'amuse parce qu'il faut aussi faire rire les gens. Mais c'est pas du tout le même produit. Si vous voulez, dans des catégories, il y a soap, sitcom, série. Et il faut savoir distinguer tout ça. Comment vous expliquez ce succès qui perdure? Eh ben, parce que c'est bien. La réponse est aussi simple que celle-là. Il y a aussi sans doute une nostalgie que nous avons, nous, la génération trentenaire. J'ai quelqu'un qui m'a confié, qui fait partie de ces locaux, que tous les soirs, cette personne regarde Hélène et les garçons et regarde un épisode et que ça rend fou son mari. Eh bien, dites donc, ouais. Donc des archives. Exactement, des archives trouvées sur YouTube où tous les soirs, il faut cette petite dose, comme on dit. Pourquoi pas? Et c'est joli, cette nostalgie. Absolument, c'est très joli. Voilà. Vous les saluerez de ma part, vos amis? Eh bien, je vais vous présenter cette personne qui s'appelle Camille. On va pas le cacher puisque je vous ai dit que j'allais vous la présenter tout à l'heure. Là, c'est pour le côté très romantique de ce que nous sommes en train de nous dire. Mais j'ai une autre question à vous poser un peu différente. On se souvient qu'à un moment donné, Jean-Luc Azoulay, vos chansons, vos programmes ont parfois été l'objet de critiques un peu virulentes, particulièrement à l'époque aussi du Club Dorothée. Est-ce que vous diriez que vous avez été critiqué à l'époque comme la télé-réalité l'est aujourd'hui, alors que l'on parle de la culture du vide? Oui, non, c'est pas pareil, parce que nous, on était critiqués par des gens qui étaient jaloux pour la plupart.
et qui ne comprenaient pas. La plupart des critiques qui nous étaient faites par des gens qui n'avaient jamais vu l'émission. Parce que, par exemple, dans le Club Dorothée, vous avez tout ce que vous avez dit. Il y avait aussi le grand spectacle du mercredi, qui était un vrai show. Et oui. Il y avait Club Science, il y avait Terre Attention Danger, qui était la première émission écolo, avec le Dr Klein, où on a inventé l'écologie à la télévision, pratiquement. Enfin, il y avait plein d'autres choses que ce que les gens critiquaient en disant, ah, Bioman, c'est nanana, ou ah, nanana. Donc, c'était ça. Tandis que la télé-réalité, le problème, c'est que pour moi, c'était très bien au début, mais qu'ensuite, c'est parti dans l'excès. C'est-à-dire que la télé-réalité, au début, c'est vraiment des gens qui étaient surpris dans leur vie quotidienne. Maintenant, c'est des gens qui jouent à surprendre. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'elle est critiquée. C'est vrai que quand on regarde le premier épisode ou la première saison de Love Story, tout était surprenant, mais très vite finalement, ça s'est effrité puisque tout le monde savait à quoi s'attendre, Voilà. et puis parce que le succès a été mirobolant pour tous ceux qui en sont sortis. Et les protagonistes eux-mêmes savaient ce qu'ils allaient devenir, donc jouer justement au conflit, c'était devenu des acteurs qui improvisaient leur scénario. Dans la continuité de votre carrière, Jean-Luc Azoulay, vous allez prendre un autre envol. En 99, vous allez racheter AB, vous séparer de Monsieur Claude Berda après l'arrêt du Club Dorothée sur décision de TF1. Pourquoi ça s'est arrêté, le Club Dorothée ? Parce qu'on avait monté ABSAT et que donc Patrick Lelay, qui était le patron de TF1, a dit vous étiez des fournisseurs, vous devenez des concurrents, et les concurrents, on les détruit. Donc Patrick Lelay a voulu tout arrêter d'un seul coup. Il a pris un gros risque pour TF1 d'ailleurs, parce que leurs audiences ont pas mal baissé à ce moment-là. Et nous, on avait la chance d'avoir acheté Amster, donc Navarro, l'Instit, dont TF1 avait besoin de Navarro, donc on a continué, on est remonté. Et ensuite, en 99, Claude Berda m'a dit, écoute, la production, c'est fatigant, c'est embêtant, il y a des comédiens, des réalisateurs, il y a des techniciens, il vaut mieux qu'on fasse notre autre métier, qui était le sien, qui était celui d'acheter et de vendre, d'acheter des programmes et de les revendre, et de gérer les chaînes satellites. Mais moi, ce qui m'amusait, c'était la production. Donc, on a décidé de se séparer. J'ai repris la production. Il a gardé le reste. Et on va y revenir justement dans un instant sur cette antenne, évidemment, avec vous. Jean-Luc Azoulay, vous restez en notre compagnie. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent également pour la suite de cette émission sur l'antenne de Radio J. À tout de suite. Cœur tout rempli de chansons qui refleurissent à toutes les saisons pour l'amour d'un garçon. Une fille, ça a les yeux tout remplis de bonheur. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle. À la une de l'actualité en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou écourte sa visite à Berlin à cause de la situation sécuritaire au nord d'Israël. Il a rencontré le ministre de la Défense Yoav Gallant pour un briefing sur des incidents sécuritaires confidentiels juste avant son départ à 17h heure locale. Il rentrera finalement dès demain soir en Israël. Diplomatie, après l'annonce d'un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, un haut responsable iranien se rend aux Émirats Arabes Unis. La date de sa visite n'a pas encore été fixée, mais elle devrait être axée sur l'investissement et le commerce, en plus des questions sécuritaires comme le nucléaire iranien. L'actualité en France et la réforme des retraites. La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 du projet de loi. Il repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Le gouvernement entend faire voter son texte demain. Le résultat s'annonce incertain pour l'instant. Seuls 20 députés, les Républicains, sont certains de voter la réforme. La guerre en Ukraine, Washington accuse un avion russe d'avoir percuté un drone américain au-dessus de la mer Noire hier. Moscou dément toute implication tandis que Kiev accuse la Russie de chercher à étendre le conflit à d'autres parties après cet incident. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec le producteur Jean-Luc Azoulay et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar.
Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le MAG. Avec Alexandre Adler et mes invités, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient. Mais pas seulement. Géopolitique le MAG, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Jérusalem vient à votre rencontre du 19 au 23 mars. Intégration, éducation, retraite, équivalence des diplômes, emploi, jeunesse, apprentissage de l'hébreu. Les conseillers de la mairie de Jérusalem et de Kalita vous reçoivent en rendez-vous individuel pour mieux préparer votre alia. Programme et rendez-vous sur alia-jérusalem.com. ALYAH-jérusalem.com. Jérusalem vient à votre rencontre du 19 au 23 mars. alia-jérusalem.com. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils? Oh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Oh, ça s'arrête jamais ce truc. Alors on les choisit ces lunettes? Ici? Maintenant. Oh, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Jean-Luc Azoulay. Et on discutait évidemment de la progression de votre carrière, Jean-Luc, il y a un instant, où vous nous expliquez qu'il a fallu finalement se renouveler, changer un peu le contexte, changer la structure. Vous ne travaillez donc plus pour une chaîne, mais vous décidez finalement de créer un groupe pour donner envie à plusieurs chaînes aussi de venir vous chercher. Vous allez développer beaucoup de fiction. Vous allez développer beaucoup d'autres choses également, que ce soit des jeux vidéo, du flux, de la jeunesse, de la musique, d'autres choses, aussi une chaîne de télévision qui est IDF1. Et vous devenez, et vous êtes encore aujourd'hui, leader de production en France avec beaucoup de programmes de production. Lesquels? Alors, il y a, dans l'ordre d'apparition, les plus vieux, c'est les Mystères de l'amour, puisque c'est la suite d'Hélène et les garçons. Ensuite, il y a Camping Paradis. Ensuite, il y a eu Magellan, bon, mais qui s'est arrêté, mais qui cartonne maintenant sur C8. Après, on a Alexandra L, avec Julie Depardieu. Après, on a Astrid et Raphaël. On a Munch, avec Isabelle Nanty. On a Le Remplaçant, avec Joey Star, mon éco-producteur avec Media One. On a Simon Coleman, qui est une série sur France Télévisions qui commence. Et on commence d'autres séries en tournage actuellement. Comment vous trouvez le temps de développer tout ça? J'ai des quel est producteurs votre avec moi. rôle? Non, j'ai des producteurs avec moi, heureusement. J'ai des gens, Richard Berkovitch, Christophe Carmona, Françoise Berthaud, Jean-Sébastien Bouillou, Galia, enfin des gens qui travaillent avec nous, qui sont des producteurs qui sont totalement indépendants dans leur création. Moi, étant un petit peu leur conseiller, leur superviseur. C'est ce que j'allais vous demander, Jean-Luc Azoulay. Voilà. Je sais que vous aimez suivre les projets de bout en bout. Est-ce que vous avez un regard, par exemple, sur le scénario, vous qui adorez écrire depuis toujours? Oui, je regarde, mais je regarde distraitement, c'est-à-dire que je les laisse faire. Si vraiment je trouve qu'il y a des problèmes, je m'en occupe, mais c'est des gens qui ont du talent, donc j'ai pas trop à m'en occuper, heureusement. On s'est entouré dans le groupe, heureusement, de gens qui ont du talent, parce que c'est le plus important, et des gens qui sont créatifs eux-mêmes. Jean-Luc Azoulay, la chaîne IDF1 existe encore. Elle existe depuis 2007. Est-ce qu'elle va évoluer? J'ai cru voir que oui. Elle va évoluer. On s'est associé avec le groupe VO, justement pour rajouter une partie info. Donc maintenant, ça va marcher avec 20 minutes, le journal, qui fait partie également du même groupe de presse et d'un autre groupe de presse. Et donc, on va évoluer à partir du mois d'avril sur cette chaîne qui va avoir toujours son ADN avec des
des telenovelas, avec Jackie qui va avoir une émission hebdomadaire bien sûr, mais avec tout un contenu informatique que nous ne sommes pas capables de produire parce que l'information c'est pas notre truc, donc on s'est associé avec Away là-dessus. Jean-Luc Azoulay, est-ce que vous croyez plus aux plateformes qu'à la télévision aujourd'hui ? Je pense que les deux sont complémentaires. Les plateformes, c'est de la télé à la demande, la télévision offre des rendez-vous de groupe, si vous voulez. Donc, par exemple, on a rendez-vous tel jour pour regarder son feuilleton à la télé. C'est peut-être pour certains plus sympathique que de le regarder à la commande quand on veut. Et puis, la télévision aura toujours son rôle sur le direct, parce que le direct, c'est quand même quelque chose qui doit être en direct. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'à votre sens, la télévision existera toujours, même si les réseaux sociaux sont aujourd'hui devenus un point très très fort pour se cultiver. Bien sûr, mais la télévision va devenir complémentaire. La télévision évolue. D'ailleurs, toutes les télévisions maintenant ont du replay, ont des sites internet. Enfin, c'est plus la télévision de papa où on avait un poste dans la cuisine ou dans la salle de bain et puis ou dans la chambre à coucher. Et on regardait ça. Maintenant, c'est quelque chose. C'est un élément d'un tout. Comme la presse d'ailleurs se diversifie avec des sites internet, comme tout évolue, ce qui est normal, c'est la communication moderne. Jean-Luc Azoulay, est-ce qu'il y a d'autres projets, éventuellement ? Sans arrêt. C'est ce que j'allais vous dire, parce que j'ai l'impression qu'un homme comme vous, il prépare toujours le coup d'après. Sans arrêt. Non, on travaille toujours sur beaucoup d'autres projets, mes producteurs, moi, tout le monde. Là, on travaille sur des feuilletons quotidiens, des projets de feuilletons quotidiens. On travaille sur... Moi, j'essaye de faire, avec les États-Unis, de faire une coproduction avec une plateforme pour une idée qu'on a eue qui est de faire Elsa in Nashville, qui est le pendant de Emily in Paris, où Elsa irait travailler à Nashville dans une maison de disques en faisant un petit peu tout ce qui peut se passer là-dedans. Donc voilà, on travaille sur toujours plein de projets. Si les fans nous écoutent, ils vont être comme des fous là. J'espère. Ah bah oui. Tous ces projets, Jean-Luc Azoulay, est-ce que c'est aussi une manière d'être libre ? C'est une manière de m'amuser. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de toujours m'amuser dans ma vie. Je n'ai jamais travaillé. Tout ce que je le fais pour m'amuser. Et j'ai cette chance que ça marche. Donc, mais je me le fais vraiment, et je suis sincère en disant ça, avant tout pour m'amuser. Et vous êtes donc heureux, Jean-Luc Azoulay ? Absolument. Quand vous prenez du recul, est-ce que vous êtes fier de toute cette carrière ? Fier, non. Content, oui. Fier, parce que j'ai eu de la chance. Il ne faut pas non plus nier qu'on a toujours un facteur chance. Mais je suis content que tout ça soit arrivé. Mais je pense que j'ai encore envie de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est beau. C'est très beau de l'entendre. Alors, vous faites beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui vous intéresse pas trop. On va essayer de vous donner envie. C'est le théâtre. Alors. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, Au théâtre. Et tout de suite, Christophe Barbier vous emmène au théâtre. Votre invité, Cyrielle, avoue qu'il ne va jamais au théâtre. Essayons donc de lui donner quelques raisons de s'asseoir devant un rideau rouge. Commençons par les motivations un peu tordues. Je pourrais lui suggérer de venir voir la pièce dans laquelle je joue au théâtre de Passy. Plus généreusement, je pourrais le pousser à se rendre dans les théâtres publics. En effet, l'État, c'est-à-dire le contribuable, subventionne ces établissements. En allant à la Comédie Française ou dans un théâtre national ou même dans un centre dramatique régional, on dépense le prix de la place, mais on récupère une partie de la subvention, investie par les collectivités publiques sur chaque fauteuil. Aller au théâtre, c'est se rembourser une partie de ses propres impôts. Quelques raisons plus solides, plus artistiques maintenant. D'abord, le plaisir d'assister parfois à des moments de grâce artistique inégalables, même s'il faut courir le risque à chaque fois d'être déçu et parfois de s'ennuyer cruellement. Ensuite, la satisfaction d'être avec les autres, de former une communauté, celle des êtres vivants qui vont dans un théâtre pour écouter un texte vivant dit par d'autres êtres vivants. Les arts reproduits, comme le cinéma, la photographie ou le disque, n'offrent pas ce sentiment de l'unique. Au théâtre, les comédiens ne sont là que pour nous. Et tous ensemble, nous vivons un moment qui n'a jamais existé et qui ne reviendra pas. Il y a quelque chose de transcendantal dans le spectacle vivant qui le rapproche de la religion. Enfin, aller au théâtre, c'est découvrir de temps à autre des talents qui vous bouleversent. Fanny Ardant et Nils Arestrup dans La musique à deuxième de Marguerite Duras, Suliane Brahim incarnant Juliette face à Roméo, Michel Bouquet jouant le maître de Go de Kawabata dans la totale maîtrise de son art, sobre, épuré, cristallin. Je pourrais multiplier les exemples. Pour finir, je cède la parole à Louis Jouvet. L'homme vient au théâtre pour se contempler lui-même, pour se refléter dans l'acteur qui est sur la scène. Il croit qu'il se voit, il devient son propre miroir. Le théâtre a été inventé pour faire comprendre aux hommes qu'il y a autre chose que ce qui les entoure, autre chose que ce qu'ils croient voir et entendre, qu'il y a un envers à ce qu'ils croient être l'endroit
des choses et des êtres. Le théâtre a été inventé pour faire comprendre aux hommes qu'ils ont un esprit et une âme immortels. Alors, convaincu ? Totalement, mais vous avez totalement raison. J'ai pas dit que je n'aimais pas le théâtre. Ah non, ça certainement J'ai dit pas. que je n'allais pas au théâtre. C'est vrai. Pour 2 raisons. Comme je ne vais pas au cinéma, pour 2 raisons. Le temps, c'est-à-dire que être à 20h ou 21h à un endroit, je finis rarement avant. Et la deuxième raison, vous allez vraiment bondir, c'est qu'on ne peut pas fumer. Et je suis incapable de rester 2 heures sans fumer. Et ça, c'est compliqué, c'est Donc vrai. j'allais au cinéma quand il y avait des cinémas fumeurs, je n'y vais plus quand il y avait des Jean-Luc cinémas Azoulay, il y a fumeurs. un moyen de tricher. On peut vapoter discrètement. Non. Très discrètement. Le vapotage ne me fait rien. J'ai besoin de mes cigarettes. Regardez, je vais vous les montrer. Non, attendez, Je pas les montre. d'apologie de la cigarette. Je sais que c'est dangereux, il faut dire nanana, mais moi j'adore ça. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Allez, racontez-nous. On dit que le tabac tue. C'est vrai. Eh ben, alors c'était en 96. On était avec Dorothée. On a fait le tour du monde avec le club Dorothée. Donc on est allé à Bangkok, Tokyo, Honolulu, Los Angeles, New York, Paris. La dernière étape était New York, Paris. On était en écho. Dorothée avait une télé après. Et j'ai donc décidé, en grand producteur généreux, qu'on allait rentrer en business. Donc j'appelle Air France en disant, voilà, je voudrais changer mes billets en business. Désolé monsieur, c'est complet en business. Donc, à l'époque, on pouvait changer, j'appelle TWA, je dis, je voudrais changer mes billets en business, no problem, sir. Je vous donne le numéro des places et tout. Et Dorothée me fait comme ça. J'ai dit, oh, smoking, please. Elle me répond, it's a non-smoking flight. Je dis, oh, I'm so sorry, no, Dorothée, ok, cancel it. Je suis parti par Air France. Le vol que je n'ai pas pris, qui était non-fumeur, c'est le TWA800 qui s'est écrasé. Donc le mon tabac Dieu. ne tue pas. Et ben ça, c'est une très belle Voilà. anecdote, histoire que vous venez de nous raconter, Voilà. puisque finalement, vous avez été miraculé par la Absolument. cigarette. C'est ce que vous essayez de nous dire. Complètement. Bon, peut-être qu'il faut quand même éviter de fumer, Jean-Luc Azoulay. Mais moi, je ne suis pas moraliste, donc chacun fait ce qu'il veut. En revanche, si je peux vous conseiller, c'est d'aller au théâtre voir Suite Royale avec Elie Semoun et Julie Debona. On peut commencer par ça, Parfait, écrit par j'adore Judith Julie, en Elmali. plus. Judith Elmali, Adrien Racal. Et tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Et c'est vous qui êtes tout en émotion, je crois, Ah oui, Jérôme. c'est vrai, bonjour, je suis complètement bouleversé par cette anecdote que je ne connaissais pas du tout de TWA800. C'est la vie tient parfois à peu de choses. hein. Peu de choses. Dans lequel il y avait en plus 2 amis. Il y avait la femme de Gilles Péquet qui était attachée de presse et sa fille. Il y avait Marcel Dady, le guitariste. Et on les a croisés à l'aéroport parce que les avions partaient à peu près à la même heure. Incroyable. Comme quoi le destin, a bien fait les choses, en tout cas dans votre cas. Jean-Luc Azoulay. Sans transition, comme dirait l'autre. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez et on va le voir, on n'est jamais très loin évidemment de la famille AB Productions ou du club Dorothée. Ce n'est pas une surprise. Pour beaucoup d'artistes que vous produisez, vous n'êtes en effet pas seulement un patron, mais aussi une sorte de papa ou un ami. D'ailleurs, en préambule, pour illustrer ça, on va écouter un certain Jackie du club Dorothée. Et ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de vous, on écoute Jackie. Jean-Luc Azoulay, je l'ai connu en 1978, après Jésus-Christ. Il était avec Claude Berda, le A de AB, pour essayer de vendre un disque qu'il a fait sur le pape. La première fois qu'on s'est vu, c'était dans un ascenseur. Et on est devenus super copains. Avec Jean-Luc, c'est bizarre parce que c'est à la fois mon patron et mon ami. Mais on partage des choses. Quand on sort ensemble et qu'on déconne, on parle pas boulot. Par contre, quand je passe une tête dans son bureau, là, on parle que boulot. Mais voilà, ça se passe très bien. Moi, j'adore, c'est un génie, quoi. C'est-à-dire qu'il écrit des sitcoms, il compose des chansons, il écrit des paroles pour Dorothée, pour Hélène, pour Les Musclés. Il a quand même écrit pour Premier baiser, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et là, il continue, quoi. Jean-Luc est un génie. Est-ce que ces mots vous touchent, Jean-Luc? Oui, tout à fait, mais il a raison. Alors Jérôme, vous parliez d'artistes que Jean-Luc Azoulay a fait naître et affectionne particulièrement. À qui vous pensez? Eh bien, en premier lieu, à Hélène, évidemment. On peut entendre la chanson Écoute, qui est l'une de vos préférées, je crois, et qui est présente sur son dernier album. Un album rempli de nostalgie et qui lui rappelle ses débuts. Alors, à propos des débuts d'Hélène, ils sont assez étonnants. Alors, je ne vais rien vous apprendre à vous, Jean-Luc, mais on va faire découvrir à nos auditeurs votre première rencontre avec elle. Nous sommes le 29 mars 1987 et Dorothée donne un concert au Mans. L'organisatrice du spectacle n'est autre que la mère d'Hélène. Cette dernière vous demande alors si vous pouvez écouter sa fille chanter. Vous acceptez par politesse plus que par conviction. Et là, vous trouvez qu'elle a une belle voix, mais aussi du charme. Vous aviez d'ailleurs écrit une chanson dans ses grands yeux verts qui ne pouvait pas être interprétée par Dorothée. Donc vous donnez cette première chanson à Hélène et tout part comme ça. Mais
l'histoire, eh bien, elle ne s'arrête pas là. Le disque d'Hélène ne s'étant pas vendu assez pour la faire vivre, elle a donc besoin de travailler et comme vous croyez en elle et avez envie de la développer en tant qu'artiste, vous l'embauchez alors au service courrier d'AB Productions pour qu'elle puisse avoir un salaire le temps que vous trouviez comment la faire monter. La suite, tout le monde la connaît, hein. Hélène devient l'héroïne d'Hélène et les garçons et devient à partir de ce moment-là l'icône de toute une génération et même de plusieurs générations, j'ai envie de dire. Une histoire d'amour avec le public qui dure depuis 36 ans et elle est toujours là et comme beaucoup d'autres artistes d'ailleurs que vous avez développés. Ah oui, j'ai eu cette chance et je dîne avec elle ce soir si vous voulez tout savoir. Eh ben on l'embrasse. Autre artiste cher à votre cœur, Jean-Luc Azoulay, c'est évidemment Elsa Esnou, Géraud. Oui, Elsa Esnou, une autre de vos enfants, entre guillemets, j'ai envie de dire. Hein. C'est la petite dernière. C'est la petite dernière. On peut entendre la chanson Mal de toi, présente sur son dernier album, 6, hein, paru récemment en 2022. Alors Elsa Esnou, une artiste que nous avons reçue 2 fois dans cette émission et qui, comme beaucoup de ceux que vous avez produits, semble très attachée à vous, Jean-Luc. Hein. On se souvient, Cyrielle, de cette émission ici même. Vous l'aviez invitée le 1er décembre 2021. Et on se souvient de ses larmes quand vous lui avez parlé au téléphone, Jean-Luc, en direct, hein, ce qui était une surprise pour elle. Nous étions là en studio et ces larmes, elles n'étaient pas feintes. Et symbolise les relations que vous pouvez avoir avec vos petits protégés qui vous le rendent bien aussi. Et à propos de protection, hein, on voit que vous n'hésitez pas à monter au front pour Elsa Esnou qui, selon vous, n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur. On l'a vu sur les réseaux sociaux, sur votre compte Twitter, notamment juste après la sortie du clip de cette chanson qu'on entend Mal de toi, puisque vous avez déclaré plus de 4 millions de vues en 3 semaines et toujours pas sur les radios FM, jamais sélectionné aux victoires de la musique après 5 disques d'or. Heureusement qu'il y a le public, ce sont vos mots. Et en fait, on se rend compte qu'Elsa Esnou, elle symbolise tout votre parcours, Jean-Luc Azoulay. Ça a toujours été comme ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Dorothée est très peu passée en radio après, dès qu'elle a commencé à être une vedette de télévision. Hélène n'est pratiquement pas passée en radio non plus, et Elsa non plus. Les gens de radio apparemment considèrent comme c'est des vedettes de télévision, ils n'ont pas le droit de chanter. Et les gens du métier aussi, je ne sais pas pourquoi, alors que, bon, par exemple, Mal de toi, on en a 8 700 000, donc on était à 4 millions il y a quelques semaines. Le clip est monté à plus de 8 millions aujourd'hui. On est à plus de 8 millions. Donc voilà, pourquoi ça ne passe pas en radio, je ne sais pas, alors qu'il y a le public. Les gens sont là, il y a 3000 personnes quand elle fait une dédicace, elle remplit le Zénith, elle remplit la salle Playel, elle remplit le Palais des Congrès, elle fait des salles partout. Là, on vient de faire 2 concerts aux États-Unis, un à Nashville, l'autre à New York, qui ont très bien marché, mais les radios françaises, c'est pas assez chic pour elles. Peut-être que je dis pas producteur chic, c'est peut-être ça le problème. Alors comme je le disais à l'instant, on se rend compte qu'Elsa Esnou, elle symbolise quelque part votre parcours, Jean-Luc Azoulay. Depuis 40 ans, vous enchaînez les succès, que ce soit dans les sitcoms ou la musique, les scénarios, etc. Et malgré tous vos succès, à l'image de tout ce qui tourne autour du Club Dorothée, une certaine intelligentsia semble vouloir snober vos triomphes. Hein. Comme le disait votre ami Jackie, le problème en France, c'est que dès qu'on est populaire, on est critiqué ou pas considéré à sa juste valeur. Mais après tout, hein, comme le disait le poète anglais Jonathan Swift, quand un vrai génie apparaît en ce monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Vous êtes trop gentil. Oui, non, monsieur, c'est pas forcément des imbéciles, c'est une intelligentsia parisienne. C'est-à-dire qu'en France, on a cette intelligentsia qui veut régir l'ensemble. Je ne sors pas assez, parce que j'ai pas le temps toujours, je ne vais pas assez dans les cocktails, je vais pas assez dans les réunions, je vais partie de la vie mondaine. Et ça joue sans doute, si vous voulez, mais tant que le public est là, c'est l'essentiel. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que, ok, on n'est pas diffusé en radio, mais au départ, on est diffusé en radio et après, on se fait connaître, entre guillemets, et là, c'est dans le sens inverse et c'est peut-être tant mieux. Puis on pourrait presque faire le parallèle avec beaucoup de films qui ont été consacrés au César et qui faisaient pas le 10e d'entrée de certains films qui n'ont jamais eu de récompense. Exactement. C'est typiquement français, alors qu'aux États-Unis, si ça marche, eh ben vous êtes formidable. Si ça marche pas, vous êtes nul. On va terminer avec une autre personne qui vous est chère, Jean-Luc Azoulay. Évidemment. Oui, il s'agit de Sylvie Vartan, vous en parliez en début d'émission, hein, pour qui vous avez évidemment une grande admiration. On peut entendre la chanson Mon Ami, l'une de vos chansons préférées, m'a soufflé Cyrielle. Alors, on rappelle que vous avez été l'assistant de Sylvie Vartan de 66 à 76, vous l'évoquiez tout à l'heure, en parallèle de vos études de vos médecines. Alors j'ai même une source qui dirait que vous avez même abandonné vos études de médecine au bout de 3 ans, c'est ça ou pas? Au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai eu un dilemme, c'est-à-dire que j'avais soit une tournée au Japon, c'est la première fois qu'on y allait, j'y allais, et c'était en 71 je crois, donc le Japon c'était très loin à l'époque, soit mes études, soit mon examen. Je me suis dit que j'allais passer mon examen en septembre, et en septembre je l'ai pas passé, voilà. Et vous avez bien fait.
Alors en tout cas, Sylvie Vartan, qui a une artiste, qui a un point commun avec vous, Jean-Luc Azoulay, celui de la longévité, puisqu'elle a fêté en 2021 ses 60 ans de carrière, qui sont racontés dans le livre Sylvie Vartan, Le tourbillon d'une vie. Pour les amoureux de Sylvie Vartan, on conseille également par ailleurs le livre Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, de Roland Pérez, qu'on embrasse. Alors autre point commun avec vous, celui d'avoir abandonné ses études. Sylvie Vartan a en effet quitté le lycée 2 mois juste avant le baccalauréat pour se consacrer à la chanson. Et puis, autre similitude assez troublante, je ne sais pas si c'est un hasard, Cyrielle dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Dès 1963, Sylvie Vartan se rend à Nashville, aux États-Unis, où elle enregistre avec les musiciens d'Elvis Presley. Et ce n'est évidemment pas sans rappeler votre dernière petite protégée, Elsa Snow, qui elle aussi s'est rendue à Nashville pour enregistrer son nouvel album et puis pour faire ce projet. Mais je suis toujours fan de Sylvie Vartan, donc je fais comme elle. Vous savez, Dorothée a fait un album à Nashville, Hélène a fait un album à Nashville. Je fais tout comme Sylvie, c'est elle qui m'a tout appris. Alors j'ai envie de dire pour terminer, donc ce voyage à Nashville et ce projet, c'est comme un écho à vos tout débuts, Jean-Luc Azoulay, par rapport à Sylvie Vartan. Une sorte de transmission. On sait à quel point la transmission est d'ailleurs importante dans la religion juive. Et comme le disait un certain saint Thomas d'Aquin, qui n'était pas juif lui, il est plus beau. Qui vous le dit? C'est ça. On ne sait pas. En tout cas, il disait une phrase: il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. C'est beau. Et c'est très joli. Merci beaucoup pour cette chronique, Jérôme Goulon. Tout de suite, le coup de fourchette de Mickaël Koskas qui vous croque sur Radio J. C'est pas gros. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Mickaël. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Luc Azoulay, ou devrais-je dire Jean-François Porry. Quel bonheur d'avoir le taulier du divertissement avec nous à Radio J aujourd'hui. Comme l'a dit Cyrielle, c'est moi qui veux vous croquer aujourd'hui. Je suis comme un fou parce que j'ai l'impression de jouer ma carrière, vraiment. Vous, celui qui après Jean-Pierre Foucault et ses Miss France a travaillé avec toutes les plus belles femmes du PAF, vraiment. Et c'est surtout vous qui nous avez offert des suspens insoutenables déjà dans Hélène et les garçons à l'époque. Qui va finir avec qui? Est-ce que Hélène et Nicolas vont finir par être ensemble? Est-ce que José va réussir à s'imposer? Ça nous donnait trop envie de savoir la suite à chaque fois. Tous les jours, mes parents me racontaient qu'ils rataient pas un épisode. Et puis c'est moi qui ai eu cette fièvre quand j'étais jeune. Parce que oui, j'ai 24 ans, mais j'ai adoré regarder toutes ces séries. Franchement, ça rappelait la belle époque à mes parents. Si je devais être un personnage, je serais Marc dans et les filles d'à côté. Paix à son âme d'ailleurs. Ah, je l'adorais. Naïf, un peu concon, mais attachant et drôle. Voilà, j'aurais été comme ça. Car en regardant Dragon Ball aussi, je voulais vous remercier parce que vous nous avez donné envie de regarder ces dessins animés, ces choses avec AB Productions. Vraiment, on a kiffé notre jeunesse. Comme Sangoku, le personnage principal, j'ai entendu dire que votre plat préféré c'était le hamburger. C'est bien ça? Le Big Mac du McDo? J'adore le Big Mac. Oh là là, comment ça donne envie. Je peux vous dire que moi, dès que je l'ai vu la première fois, j'étais pas bien. C'est pas caché à Mickaël Koskas. C'est Nos pour ça que je dis auditeurs ça. vont nous détester, mais pourtant c'est excellent. Ça donne envie, ça veut dire en fait, moi j'en ai jamais mangé. Pourquoi Mac ne faisait pas des Mac cachers? Je suis bien d'accord avec vous. Il y en a en Israël, mais le problème c'est que c'est ils pas ont pas les le même mêmes, je goût. suis Voilà, désolée. c'est pas les mêmes. Le pain il est pas grillé, c'est pas aussi bon, il y a pas de salade, il y a rien dedans, c'est pas des ouf. Mac, donc. Voilà. Je crois que ça nous fait plusieurs points communs, Jean-Luc, parce que moi aussi j'adore l'hamburger. Quoi de mieux que ce pain moelleux, cette viande cuite parfaitement, ces oignons caramélisés, cette salade fraîche et cette tranche de tomate. Je suis sûr que cette chronique va vous donner faim. Peut-être votre passion pour la musique. McDonald's, vous oubliez la sauce. Moi je la connais pas encore, je l'ai pas mangée et je pense que je la mangerai pas de sitôt, mais bon, j'aurais bien aimé. Franchement, vous m'avez donné envie, j'ai vérifié et tout, vous m'avez donné envie. En plus, votre passion pour la musique en tant que compositeur, c'est un autre point commun parce que moi j'adore franchement la musique. Vous êtes producteur, même auteur. On vous doit aussi la quasi-totalité des génériques des dessins animés. Franchement, vous nous avez fait rêver avec ces génériques dans le Club Dorothée, interprété en grande majorité par Bernard Minet. Je crois que c'est votre grand ami. Minet, c'est ça. Jean-Paul Césari. Bioman, Chevalier du Zodiac, Nicky Larson, Dragon Ball, que des noms qu'on adore. Toute ma jeunesse, vraiment. Vous avez déclaré que vous avez repéré Dorothée car vous aviez une hépatite virale, comme l'a dit tout à l'heure Cyril. Et ben moi aussi un jour, j'ai voulu faire du stand-up en fait en étant malade. J'ai été enfermé 10 jours dans ma chambre, j'étais confiné comme un peu le Covid, mais bon, c'était un confinement on va dire pas voulu, c'est le médecin qui m'a dit. J'avais une maladie contagieuse, une grippe. Et en fait, j'ai regardé, j'avais que des DVD de stand-up, j'avais Jamel et Gad. J'ai regardé en boucle. Ça veut dire les sketchs, je les connaissais par cœur, je les rejouais devant ma famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de les contacter pour jouer avec eux. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Mais bon, c'est pas grave, on essaye, on lâche pas. Autre point commun entre nous, Jean-Luc, vous êtes arrivé d'Algérie le 1er juillet 1962. Alors bon, moi j'y étais pas, j'étais trop jeune, mais je suis né le 1er juillet 1962. Alors maintenant, vous avez 2 dates à fêter. Vous Formidable, j'en souviendrai. L'arrivée à Paris
à l'arrivée en France. Et ma date d'anniversaire, je sais que vous m'oublierez jamais. Vous êtes né où ? À Paris aussi, dans le 20e. Ah, vos parents étaient déjà là, donc. Non, ils étaient en Tunisie, ils sont venus en fait après. Non, mais votre mère était là quand même. Ah oui. Tu n'aurais pas pu naître ici. C'est vrai. C'est vrai que je me suis embrouillé les pinceaux. Pour ma part, j'interprète mes propres titres musicaux. C'est pour ça que j'ai adoré lire tout ce que vous avez fait parce que franchement, j'ai vu un dossier, ça s'arrêtait plus. Limite, j'ai moins d'années de vie que vous d'années de production. Ça nous fait encore un point commun, mais qu'est-ce qui nous arrive, Jean-Luc ? Je crois que trop de points communs, ça fait qu'on doit travailler ensemble un jour parce que comme j'ai dit, je mise ma carrière. Et en tout cas, je souhaite à tous nos auditeurs, et ce que je me souhaite aussi, c'est de révolutionner autant le monde du divertissement que vous, Jean-Luc. Bravo pour ça et merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Mickaël Koskas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Des dates potentielles à annoncer, où est-ce qu'on peut vous retrouver bientôt ? Alors, je sors mon single le 20 mars. Je suis fou, moi. Le 20 mars sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Napster, YouTube, toutes les plateformes. Et vous allez venir nous en parler ? Avec grand plaisir. C'est de la musique, ouais. Je fais. C'est pas du rap, c'est du rap chanté, on va dire. D'accord. Où je dévoile des choses. D'ailleurs, le titre va s'appeler Dévoiler. Dévoiler. Voilà. Vous avez tout dévoilé là sur l'antenne. Ça On fait vous aura plaisir, dans ça fait quelques plaisir jours d'en parler, pour c'est faire pour ça. découvrir ça sur l'antenne de Radio J. Mickaël Koskas off sur TikTok, sur vos réseaux. Et puis on vous retrouve bien sûr sur YouTube, radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J. Vous restez encore avec nous évidemment. Dans un instant, notre séquence tac au tac. Les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour et notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. On va se faire plaisir, on va écouter un petit peu de Sylvie Vartan et on revient juste après la pause et le journal de l'info sur Radio J. Rien ne vaudra jamais mon ami. Et tous les soirs pour l'oublier, pour ne penser à rien, toute la nuit j'irai danser pour ne pas rester seule avec mon chagrin. Personne au monde me plaît autant que lui. Rien ne vaudra jamais mon ami. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Elisabeth Borne, elle joue sa tête en fait sur cette réforme. C'est une partie de poker avec un risque énorme. Quand on est à ce point-là de déconnexion et d'imbécilité politique, on n'a rien à faire à la tête de la première ville de France. Sopt va aller en cure de sommeil, je pense qu'il est vraiment sur la jante. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. La semaine du judaïsme marocain. Dimanche 19 mars à Créteil, grand concert de musique judéo-andalouse avec la participation d'artistes d'Israël et du Maroc. Charlie, Lior El Malia et Abderrahim Souiri. Billetterie, judaïsmemarocain.fr. Parking gratuit, 350 places. La semaine judéo-marocaine est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. Sur Radio J, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite le journal de l'information présenté par Alexandra Sénigo. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle. À la une de l'actualité en Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou écourte sa visite à Berlin à cause de la situation sécuritaire dans le nord du pays. Il rentrera finalement dès demain soir en Israël. Benyamin Netanyahou a rencontré le ministre de la Défense Yoav Gallant pour un briefing sur des incidents sécuritaires confidentiels juste avant son départ pour l'Allemagne. On suppose que cette réunion est liée à une affaire d'explosion au carrefour Megiddo dans le nord d'Israël.
Israël qui a blessé un homme de 21 ans. Les détails avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Des forces de sécurité israéliennes pensaient qu'il s'agissait d'un des nombreux règlements de compte entre la pègre, les camps de la pègre juive ou arabe en Galilée. Mais très vite, les éléments recueillis sur place par les enquêteurs après cette explosion qui a grièvement blessé un jeune arabe israélien qui a été sans casier judiciaire ont conduit les enquêteurs à envisager une piste terroriste avec toutefois des paramètres tout à fait inédits qui ne sont pas utilisés par les Palestiniens dans leurs attentats contre des cibles israéliennes. De quoi s'agit-il? Pour l'instant, la censure militaire a imposé son veto à toute information précise à ce sujet. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Et puis à noter que davantage de détails censurés sur cet incident sécuritaire devraient être dévoilés d'ici ce soir à la télévision israélienne. Je vous le disais à l'instant, le chef du gouvernement doit se rendre à Berlin cet après-midi pour une visite officielle sur fond d'inquiétude sécuritaire, mais aussi de vives protestations contre la réforme judiciaire. Et les manifestations pourraient bien le suivre à Berlin. Des associations d'expatriés israéliens à Berlin prévoient de l'attendre à l'aéroport pour protester contre la réforme judiciaire. Des manifestants vont bloquer les routes menant à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Benjamin Netanyahou doit décoller en ce moment pour l'Allemagne. Le Premier ministre doit rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Il devrait discuter des affaires internationales, notamment de la menace iranienne et de la guerre en Ukraine. À la Knesset, la loi Deri 2 a été votée par la commission spéciale du Parlement israélien ce matin. Le but de ce texte est de permettre à Benjamin Netanyahou de réintégrer le président du Shas, Aryeh Deri, au poste de ministre de la Santé et de l'Intérieur. Il a été limogé par la Cour suprême le mois dernier. Diplomatie, Israël et l'autorité palestinienne vont participer à un sommet en Égypte une semaine avant le Ramadan. Les deux parties tenteront de parvenir à des accords visant à réduire les tensions dans la région avant le mois de Ramadan qui commence mercredi. L'actualité en France et la réforme des retraites. La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 du projet de loi qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Des manifestations et des perturbations dans les transports pour cette journée de mobilisation contre la réforme sont prévues toute la journée. Le gouvernement entend faire voter son texte demain, mais le résultat s'annonce incertain. Pour l'instant, seuls 20 députés les Républicains sont certains de voter la réforme. Le député LR Éric Pauget craint malgré tout le passage en force. On ne peut pas se revendiquer d'être une droite républicaine, réformatrice, qui a vocation à revenir au pouvoir, et lorsqu'il y a un sujet qui aborde un sujet de réforme, ne pas vouloir le voter. Il faut faire preuve un peu de courage en politique. Et moi, je pense que cohérence, courage, audace, responsabilité, ça doit être les fondements de la droite républicaine. Donc moi je pense que le 49.3, ça serait vraiment l'aveu de faiblesse finale du gouvernement. Personne ne le souhaite. Moi, en tout cas, personnellement, je ne le souhaite pas. Le député Les Républicains Éric Pauget au micro d'Eva Soto. L'ombre du 49.3 plane sur le palais Bourbon, mais le gouvernement assure pour l'instant tout le contraire. On termine ce journal avec un mot de l'actualité internationale et un rapport inquiétant du FBI qui a été révélé. Les attaques antisémites ont augmenté de 20% en 2021. Ce rapport a été dévoilé par Jewish Telegraphic Agency. Les chiffres de 2021 représentent toutefois une baisse de 15% par rapport à 2019, année où le FBI a signalé 963 crimes de haine, soit une légère baisse par rapport à 2018, année où les statistiques du FBI font état de 847 crimes de haine. Il s'agit d'un rapport publié en décembre qui a été mis à jour aujourd'hui. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission après une courte pause avec mon invité Jean-Luc Azoulay sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Elisabeth Borne, elle joue sa tête en fait sur cette réforme. C'est une partie de poker avec un risque énorme. Quand on est à ce point-là de déconnexion et d'imbécilité politique, on n'a rien à faire à la tête de la première ville de France. Sopt va aller en cure de sommeil, je pense qu'il est vraiment sur la jambe. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Alors, ces nouvelles lunettes, monsieur Jean. Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Papa. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus. Quoi? Ah non, ça va.
J'ai juste aperçu mon fils. J'ai eu peur. Tu vois mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Ils ont aussi des appareils auditifs si tu veux, papa. Hein. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2023. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Jérusalem vient à votre rencontre du 19 au 23 mars. Intégration, éducation, retraite, équivalence des diplômes, emploi, jeunesse, apprentissage de l'hébreu. Les conseillers de la mairie de Jérusalem et de Kalita vous reçoivent en rendez-vous individuel pour mieux préparer votre alia. Programme et rendez-vous sur alia-jérusalem.com. ALYAH-jérusalem.com. Jérusalem vient à votre rencontre du 19 au 23 mars. alia-jérusalem.com. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Jean-Luc Azoulay. Et tout de suite, on va passer ensemble à la séquence tac au tac. Jean-Luc Azoulay, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est rapide. 10 questions, 10 réponses, tac au tac. On y va. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Jean-Luc Azoulay? L'aveuglement. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? En ce moment, j'ai un problème de salle de bain chez moi, donc j'ai pas assez d'eau chaude. Et le second, c'est que je dois avoir une lampe cassée dans ma voiture. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Si je pouvais changer de peau, je serais Brad Pitt, bien sûr. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Que je suis mince. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? De plus fou pour quelqu'un, je ne sais plus, j'ai fait tellement de folie, mais attendez, je vais trouver. Ah si, je sais. J'ai dit bonjour à quelqu'un ce matin. Sérieusement, Jean-Luc Azoulay, la plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? La fidélité. Vos 3 grands plaisirs dans la vie, qu'est-ce que c'est? Boire, manger, fumer. Votre surnom? Je sais pas, le gros. Votre philosophie de vie? Profiter et s'amuser. Votre prochain rêve à accomplir? Lancer Elsa et Snow aux États-Unis, ça m'amuse. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Salut. Salut. Notre émission continue avec nos éditeurs maintenant qui vous interrogent sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et une première question pour vous, Jean-Luc Azoulay, elle vient de Johan et il nous pose une question, c'est vrai, qui est intelligente. Pourquoi vous avez choisi plusieurs pseudonymes au cours de votre carrière? Alors, c'est simple, parce que comme j'étais producteur, je pouvais pas être à la fois sur les pochettes de disques, producteur, auteur, compositeur, donc j'ai changé. J'ai voulu avoir un pseudonyme, ça faisait chic en plus. J'étais jeune à l'époque, donc ça faisait chic. Donc j'ai rempli le bulletin SACEM en mettant Jean-François Pourri, parce que c'était rigolo de s'appeler Pourri, P-O-U-R-Y. Et la fille qui a retranscrit ça, parce que à l'époque ça faisait à la main, a mal lu, a fait Jean-François Pourri, P-O-2-R-Y au lieu du U. Et voilà. Et c'est resté. Il n'y a eu que celui-là? Il y en a eu d'autres? Non, j'en ai d'autres. J'ai Fitzgerald Hartmann, oui. J'ai Paul Igam aussi. J'en ai 3 ou 4. Il y en a eu pas mal. Une question de Galit. Est-ce que vous avez un regret dans votre carrière? Non. Une troisième question qui vient de Johanna. Qu'est-ce que vous considérez être votre plus belle réussite? Alors attendez, le Club Dorothée. C'est quand même la chose la plus énorme, oui. Une dernière question qui vient d'Alex. Il paraît que c'est votre maison qui a servi à Secret Story. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est une maison qu'on avait fait construire sur le toit des studios. Ensuite, quand on s'est séparé avec l'autre, c'est devenu un studio. Et là, je viens de la reprendre et on fait de nouveau des fêtes dedans et certains comédiens y habitent. C'est un des décors des Mystères de l'amour. C'est génial. Et donc, vous n'habitez plus à la Plaine Saint-Denis, mais vous y avez habité de temps en temps. Je dors là-bas aussi avec mes copains quand on fait des fêtes qui durent trop tard. Et ben voilà, et ça c'est très bien. Merci beaucoup à nos auditeurs d'avoir posé toutes ces questions. Et puis bien évidemment, vous pouvez nous appeler tous les jours du lundi au jeudi au 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26. Mais comme toujours, vous pouvez bien sûr nous écrire en direct, en Facebook Live ou encore sur notre compte Instagram. Tout de suite, le coup de cœur. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va découvrir tout de suite un coup de cœur en direct. Jean-Luc Azoulay, vous avez juste à côté de vous un jeune homme qui s'appelle Mendel Narmoni. Il a 18 ans, c'est un jeune créateur de contenu. Il est suivi par plus de 56 000 personnes sur TikTok et plus connu sous le nom de Le Mendel. Bonjour Mendel. Bonjour. Alors je suis ravie de vous avoir en face de moi, de vous découvrir. J'ai écumé
TikTok de fond en comble. J'ai tout regardé, je me suis beaucoup amusée. Alors on va juste expliquer. Vous avez 18 ans. Voilà, c'est ça. Vous venez de Savigny-sur-Orge. Exactement. Vous avez fait une yeshiva. Voilà. Vous avez une formation de pâtissier. Vous avez fait des petits boulots. Vous n'avez que 18 ans et vous avez décidé de devenir créateur de contenu sur les réseaux. Comment ça s'est passé dans votre tête ? Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas de créateur de contenu juif sur les réseaux francophones. Il y a pas mal en Amérique. Les seuls contenus qu'on a sur Internet, c'est des cours. Mais aujourd'hui, les réseaux, c'est une influence énorme pour la jeunesse et pour nous. Tout le monde est influencé aujourd'hui par les réseaux sociaux. Et le Rabbi Lubavitch, il a envoyé des émissaires il y a quelques années dans le monde entier, dans les villes pour ramener les juifs les plus perdus. Mais sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas encore, donc il n'y a pas. Mais aujourd'hui... aujourd'hui, il y a vous. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. Je me l'idée. suis lancé et voilà, ça marche. Alors, le concept, c'est d'abord, il y a 2 concepts dans le concept. D'abord, un concept un peu divertissement, où vous êtes dans la rue. Exact. Il y a un article qui est sorti dans Le Parisien, justement, vous concernant avec d'autres jeunes. Vous êtes un petit peu comme ce que font les journalistes en général. Ils font un micro-trottoir, ils vont chercher les gens... pour poser des questions sur divers faits d'actualité. Vous, en l'occurrence, vous partez avec un copain ou quelqu'un, c'est filmé à l'iPhone, et donc vous allez voir des gens dans la rue, toujours avec la kippa, vous ne cachez rien, et donc il se passe ça. Excuse-moi de te déranger, comment tu t'appelles ? Oren, je vois que t'es en train de passer commande, d'accord ? Si t'arrives à compléter les 3 expressions françaises que je vais te donner, le menu il est pour moi, c'est bon ? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand les poules auront des dents, on voit le bout du tunnel. Très très fort frérot, le menu il est pour moi. Quelle est la moitié de 2 plus 2 ? Ouais, c'est 2. 2, qu'est-ce qu'elle boit la vache ? Simple, qu'est-ce qu'elle boit la vache ? Question simple pourtant, qu'est-ce qu'elle boit la vache ? Ah, t'es tout là, c'est... Et bah alors, c'est pas ce qu'elle boit la vache. Toi tu bois quoi toi ? Énergie ? What ? Tu bois de l'énergie ? Oui, mais vous fumez, monsieur. Et qu'est-ce que ça mange un poulet ? Le poulet naturel. What ? Non, un vrai génie parmi nous. Voilà, donc là c'est un petit extrait de ce qui se passe. Souvent vous demandez de compléter une expression française, hein, c'est ça ? C'est le concept que j'ai inventé. De compter, etc. Et parfois il y a des gens qui vous répondent totalement à côté de la plaque. Voilà, exact. Donc il y a des moments assez sublimes. Est-ce que vous avez été surpris par des réponses, par des échanges, et surtout est-ce que ça a favorisé le vivre ensemble ? Alors les réponses comme ça à côté de la plaque un peu, c'est ce qu'on cherche en vrai. Quand on marche dans la rue, c'est notre but de chercher des gens un peu shootés pour que ça buzz quoi. Pour que ça buzz. Alors il y a aussi je trouve ça assez formidable parce que en règle générale, vous donnez de l'argent, vous payez un menu. Voilà. D'où ça vient cet argent ? Comment vous faites ? C'est un investissement entre guillemets sur le buzz. C'est entre guillemets ça que vous essayez de faire. Exact. Après il y a les partenariats aussi. D'accord, donc vous faites des partenariats avec des marques ? Avec des marques, des restaurants, surtout les restaurants cachers, des applications. Ok, très bien, donc vous allez à la rencontre pour rencontrer ces gens. Il y a aussi donc un double objectif que vous venez nous expliquer, qui est de faire connaître entre guillemets la religion au travers des réseaux sociaux. Et là encore une fois, ça donne ça. Comment s'habillent les juifs religieux ? Pour commencer, on a la kippa, donc c'est un petit chapeau qu'on met sur la tête comme ça, on pose tout simplement. Ensuite, on a les tzitzit qu'on met sous la chemise ou le t-shirt. C'est un habit à 4 coins. On peut y trouver des fils et des nœuds qui fait en total un compte de 613 pour se rappeler à chaque moment les 613 commandements que Dieu nous a donnés. Et ensuite, on a un peu de chapeau qu'on met pour la prière. Comment ça marche le mariage chez les juifs religieux ? Déjà, pour commencer, il n'y a aucune relation entre les filles et les garçons. Depuis jeune, il y a des écoles pour filles et des écoles pour garçons. Une fois que le garçon va être prêt, environ entre 19 et 24 ans, après il y en a qui sont réussis à 27, 28. Il y a quelqu'un qui va nous présenter une fille. Ça peut être le grand-père, ça peut être les parents, ça peut être le rabbin ou quoi. Si le garçon et la fille sont chauds pour se rencontrer, on va organiser un rendez-vous. On va se rencontrer, ça va être quelque chose d'extrêmement sérieux. On peut pas se toucher, on va pas commencer à faire la bise ou quoi. On va parler de notre vision de la vie, combien d'enfants on veut, de notre parcours, etc. Si ça marche des deux côtés, on continue les rendez-vous. Après ça, on va faire une pause de quelques jours pour voir si la personne nous manque, pour voir s'il y a des sentiments qui se développent. Ça veut dire qu'il y a d'abord, on apprend à connaître la personne et ensuite, on voit s'il y a des sentiments. Après ça, on va prier pour que Dieu nous envoie un signe comme quoi c'est la bonne personne. Le processus peut peut-être paraître un peu chelou dit comme ça, mais je vous garantis qu'en réalité, c'est le meilleur moyen pour tenir un mariage à vie. Et si ça marche, on organise le fiançailles et ensuite le mariage. Entre le premier rendez-vous et le mariage, il y a environ 3-4 mois. Après, il y en a que ça dure plus, il y en a que ça dure moins. Si tu en sors plus sur le judaïsme, abonne-toi. Voilà, donc c'est une manière de faire découvrir ce qu'est la religion juive sur les réseaux sociaux. En même temps, vous allez à la quête de ces personnes pour faire des blagues et faire connaître aussi vos réseaux sociaux. Donc il y a plusieurs objectifs en un. Vous dites frérot à d'autres gens qui sont de la communauté. Vous portez une kippa. C'est quoi les réactions, Mendel Narboni ? Alors je dis frérot à tout le monde.
Ouais, mais bon, quand vous allez voir quelqu'un qui est musulman ou qui est noir et que vous êtes dans la rue avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont hyper sensibles à ça? Ils vous disent non, on n'est pas frères, ok, on est frères, on a rigolé ensemble. Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe entre Non, vous. alors justement, c'est pour ça que je suis suivi par toutes les communautés, parce qu'ils voient que j'ai pas tabou avec les autres personnes, je vais interviewer n'importe qui. Et au début, dès que j'ai commencé, j'avais énormément d'insultes par toutes les autres communautés. Et maintenant que ils voient que je m'entends avec tout le monde, j'interviewe tout le monde dans la rue, je suis pote avec tout le monde, les abonnés, même des gens de toutes les régions qui viennent prendre des photos, etc. Ils voient que je suis super cool avec eux, je parle avec eux et tout. Donc maintenant, voilà, ils me kiffent et Maintenant, il y a des bonnes réactions. Voilà, les réactions sont beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des gens justement qui vous reconnaissent dans la rue? Ouais. Ils vous disent quoi? C'est le mec de TikTok, t'es pas le mec qui fait les vidéos sur TikTok, et voilà, ils viennent, ils commencent à parler un peu, ils me posent les questions qu'ils voulaient savoir, est-ce que c'est fake, est-ce que c'est vrai. Est-ce qu'il y a des échanges sur la religion avec ces gens-là? Ouais, énormément. Qui sont pas de la communauté? Ouais, énormément. Ils vous posent quoi comme genre de questions? Alors il y a alors, au niveau des juifs, quand ils viennent dans la rue, je vais leur demander t'as mis les tefilines aujourd'hui ou pas. S'ils ont pas mis, justement ils vont, même s'ils vont refuser à quelqu'un d'autre, vu qu'ils m'ont kiffé, etc., ils vont mettre les tefilines. Ça, c'est des gens de la communauté. Ça, c'est des gens de la communauté. Mais les gens qui sont pas de la communauté, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous posent des questions sur la religion juive? Justement, ils ont envie d'être copains avec vous? Exact. Alors il y en a, ils vont me demander justement c'est quoi la kippa, c'est quoi les tzitzit, etc. Je vois Ok. dans tes vidéos. Il y en a, ils me voient dans toutes les vidéos avec la kippa, ils savent même pas c'est quoi. Ils me disent c'est quoi ce petit chapeau que tu portes sur la tête. Alors j'explique, etc. Et donc c'est ça la volonté aussi derrière tout ça, Mendel Narboni, c'est ok, sensibiliser les gens qui sont pas forcément de la communauté pour les ramener, comme vous l'avez dit. Exact. Et il y a aussi une volonté de faire découvrir la religion juive sous un angle un peu nouveau aussi Voilà. derrière tout ça. Exactement. Est-ce que vous avez envie de devenir humoriste? C'est quoi l'objectif de ces réseaux? Rester sur les réseaux, faire Rester de sur les l'argent? réseaux, là on se lance sur YouTube, on va commencer des grandes vidéos et après peut-être des petits sketchs sur scène. Pourquoi pas? Sur scène et peut-être en radio? Et peut-être en radio. Et peut-être en radio. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Mendel, le Mendel, 2 L à la fin sur TikTok, Mendel Narboni sur Instagram. Merci d'avoir été mon coup de cœur. Je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est original et puis c'est un moyen de rassembler dans le vivre ensemble. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur Radio Exactement, J. merci à vous. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Jean-Luc Azoulay, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et à ma gauche se trouve Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Joseph. Bonjour Jean-Luc. Bon, alors on va débriefer. Allons-y. Alors quand on vous écoute, d'abord on aimerait presque avoir une hépatite. Vraiment, je vais vous le dire. Parce que j'aimerais vraiment avoir un désir chewing-gum. Voilà comment je qualifierais votre désir. Vous savez pourquoi? La colle. C'est un désir élastique. Voilà. Qui s'étire à l'infini en fait. C'est Sylvie Vartan qui devient Dorothée, qui devient Hélène Rollès, que des blondes. Hein. Même, Elsa Esnou-et-Brune. Pardon? Elsa Esnou-et-Brune. Ah oui, Eh oui, Elsa. je suis désolé. Pour terminer. Eh oui. Ah, parce qu'elle ne compte pas pour des prunes. Mais oui, bien sûr. Mais mais- vous n'avez jamais travaillé avec Attendez, Lio. Pas pour terminer, parce qu'il y en aura Pour forcément commencer. une ou deux après. Ah, bah écoutez, J'ai encore le je temps, vous hein. le souhaite, absolument. Les musclés qui deviennent premier baiser, qui deviennent le miel et les abeilles, c'est vraiment un désir élastique. Il y a quelque chose comme ça, comme si on reprenait finalement les choses et on les améliorait, peut-être on les C'est un peaufinait, on chemin construit persévérait. avec différents paysages. Oui, absolument. Alors en 78, Jean-Luc Azoulay, quand vous avez cette fameuse hépatite et que vous voyez Frédéric Ochédé, alias Dorothée, pour la première fois à la télévision, lui avez-vous trouvé une ressemblance avec Sylvie Vartan? Aucune. Ah non, c'est pas le même genre de fille du tout. C'est vrai? Ah oui. Absolument pas. Non, vraiment pas. Et pourtant, j'ai noté quand même qu'avec Sylvie Vartan, il y avait une admiration incroyable. C'est ce que vous disiez à Cyrielle. Vous avez été... J'étais fan. Voilà, c'est ça. Et vous avez créé le premier fan club. Bah oui, bien sûr. Vartan. Et pour être fan, je me dis qu'il faut quand même aimer les femmes d'une manière particulière pour être leur fan. Mais on peut aimer. Moi, je suis fan de Sylvie Vartan. C'est tout. Hein. J'ai pas été fan de 2000 femmes. Oui. Les autres, c'est mes copines, mes amis, mes filles, ce que vous voulez, mais je suis pas fan. Ouais. Non, Sylvie Vartan est un être exceptionnel. Je le répète, puisque je suis toujours fan. Et qu'est-ce que vous avez vu en Sylvie Vartan pour Mais elle était belle, elle chantait bien, elle apportait un renouveau à la musique française. C'était l'arrivée du twist, du rock'n'roll, de tous ces rythmes modernes, des chansons modernes, ça changeait.
de toutes les Gloria Lasso, Dalida, etc. qu'on avait avant. C'était quelque chose de... Vous parlez à des convaincus de Dalida, là, Jean-Luc Azoulay. Dalida, oui, c'était pas mal, Dalida, mais c'était pas si divertant. Vous savez, on s'est Vous voulez que je me mette à pleurer? On s'est engueulé pendant des années avec Max Boisini pour ça, parce que Max avait été le secrétaire de Dalida, moi celui de Sylvie, et donc c'était la guerre. Et il faut plusieurs écoles. Bon. Absolument. Je n'ai jamais travaillé. Tous mes projets, c'est une manière de m'amuser. Et je dirais, c'est une manière de ne pas muser. Au fond, pourrait-on dire, tant votre envie de créer n'a pas d'âge, tant elle trouve sa source dans une éternelle jeunesse, celle de Pas de pitié pour les croissants et de Sailor Moon. Alors, quand je sais ce qui est arrivé à Hélène Reulus, moi aussi, j'aurais eu envie d'être embauché au service courrier d'AB Productions et d'avoir une hépatite à la fois. Parce que rencontrer Jean-Luc Azoulay, c'est avoir la chance quand même de rencontrer un homme qui croit, vous allez me le dire si je me trompe, dans l'autre, dans le travail et dans lui-même, peut-être les trois à la fois. Oui, je crois surtout dans le travail. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir une vraie volonté de réussir. Il faut pas s'arrêter aux obstacles, il faut continuer. Et puis c'est comme tout, il y a des hauts, des bas, mais il faut toujours saisir le haut pour sauter et monter, et puis les bas, les ignorer. Oui, c'est ça. Et alors, je peux me permettre une petite anecdote? Bien sûr. Que je n'ai pas dit depuis le début de cette émission. J'aurais pu être une actrice de chez vous, cher Jean-Luc mais pourquoi Azoulay. vous n'êtes pas venu à la... Eh bien, je vais vous raconter. Mon papa travaillait dans le textile. Et une casteuse, visiblement de chez vous, est rentrée dans son bureau, parce que mes parents travaillaient à TF1, enfin dans les locaux de TF1. Il y avait mon petit portrait. La dame a dit, je veux rencontrer cette jeune fille. J'ai passé un casting et puis il ne s'est rien passé derrière, mais j'aurais pu. Vous auriez pu. Franchement. J'aurais pu vous rencontrer. Elle n'a pas dû me proposer le casting. C'est sans doute ça. Rien n'est... C'est une jolie anecdote, hein? Rien n'est jamais trop tard. Absolument. Ouais. Vous connaissez le point commun entre Jean-Claude Van Damme et Victor Hugo? Alors, dites-moi. Les deux ont dit « je suis une force qui va ». Et j'ai trouvé ça... Oui, c'est joli. Je trouve que ça vous va aussi. Je suis une force qui va, toujours dans l'idée du désir élastique comme ça. Oui, moi je suis une force qui grossit en ce moment, mais bon... Vous y tenez, hein? Vous y tenez. Je suis en plein régime, c'est pour ça, donc il faut que je me répète toutes les gens. D'accord. Parce que vous savez, moi je fais sans arrêt plus 20, moins 20. Vous faites yo-yo comme ça? Ouais. C'est une volonté. C'est une volonté? Oui, parce que je déteste faire des régimes, mais quand j'en fais vraiment, donc je maigris. Puis dès que j'ai fini mon régime, je remange normalement, donc je regrossis. C'est la vie. En tout cas, vous avez soutenu comme ça ces femmes, à l'image de finalement de l'admiration que vous portiez à Sylvie Vartan. Oui, bien sûr. Vous les avez musclées, ces femmes. Vous leur avez donné la force peut-être d'aller plus loin. Non, mais c'est des femmes qui ont du talent, si vous voulez. C'est des filles qui ont du talent. Oui. Je peux pas prendre n'importe qui et en faire une vedette. Je peux prendre quelqu'un qui a du talent et l'aider à l'exploiter et à grandir. Mais je peux pas prendre n'importe qui comme ça et dire ah tiens tu vas devenir chanteuse. Non. Oui. Et quand vous avez vu Hélène Reulus, par exemple, vous vous êtes dit, c'est elle a du talent. Écoutez, on l'a écouté avec Gérard Salès, comme l'a raconté tout à l'heure Cyrielle, on l'a écouté à la fin d'un concert, sur le piano, qui était sur scène encore avec les Rhodes qui déménageaient, et on s'est aperçu, qu'elle était d'une part très jolie, et qu'elle avait une très jolie voix, qu'elle jouait de la guitare, et qu'elle avait un vrai personnage. Oui. Donc c'était suffisant pour avoir envie de développer quelque chose avec elle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose chez vous, Jean-Luc, je crois, de foncièrement télépathe. Il y a cette idée qu'il faut quand même avoir une intuition extrêmement poussée mais pour faire votre métier. Oui, sans doute, mais c'est d'aimer les gens, je crois, c'est d'être en harmonie avec les gens. C'est ce qu'il faut. Oui, mais pour ne pas les lâcher également. Oui, parce que pour commencer quelque chose, il faut aller au bout. Oui, mais vous êtes très fidèle, Jean-Luc Azoulay. Oui, mais c'est normal. Et les gens le sont avec vous aussi. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est normal. C'est tout à fait, c'est réciproque. Oui, mais c'est pas toujours le cas. Non, oui, parce que nous, si on est plus une famille. C'est ça. Qu'un groupe. Donc, on se voit, on s'aime, on se quitte, on se retrouve, on est content. Et quand on se retrouve, parfois il s'était écoulé 10, 15 ans, 20 ans, et on est content de se retrouver. Oui, mais j'ai quand même été très choqué quand j'ai entendu ce que Patrick Lelay avait dit de vous, en se séparant finalement. Et je me suis fait cette réflexion quand vous avez dit que pour vous la fidélité était la vertu cardinale, qu'on n'a pas été souvent fidèle avec vous peut-être dans ce métier-là. Vous avez aussi rencontré des gens qui vous ont davantage abandonné que vous ne l'avez fait? Oui, pas vraiment. Oui, à part Patrick Lelay, mais ça c'est du business. Oui, ça c'est de la diligence. Mais c'est du business, c'est-à-dire que lui il considérait, de son point de vue, c'est vrai qu'on est devenu opérateur satellite, donc on était des concurrents. Oui. De son point de vue, on était des concurrents. Donc, j'essaye toujours de comprendre les autres. Vous savez, c'est-à-dire que chacun. Je pense pas qu'il y ait une personne qui se regarde dans la glace et qui dit je suis un salaud, je suis un con. Je pense que chacun a ses excuses, ses visions, et qu'il faut comprendre. Ce qui aide justement à gagner.
La phrase à retenir, c'est j'essaye de toujours comprendre les autres. Hein J'essaye de toujours comprendre les autres. Votre épitaphe, peut-être? Alors, mon épitaphe, c'est vous avez du feu? Merci Joseph Agostini. Merci beaucoup pour ce regard. Et je rappelle que vous êtes psychanalyste et qu'on peut vous retrouver un peu partout à la télé aujourd'hui. Et sur les réseaux sociaux pour venir vous chercher. Merci beaucoup Joseph et à mercredi prochain sur Radio J. À mercredi. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est déjà la fin de cette émission avec vous, Jean-Luc Azoulay. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Le mot de la fin vous revient. Dites ce que vous voulez. Merci Cyrielle. Merci Sarah. Et merci les Cohen. Merci beaucoup, merci Jean-Luc Azoulay d'avoir été notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. À suivre évidemment toute votre actualité. Merci à l'artiste Mendel, le Mendel sur TikTok et Mendel Narboni sur Instagram d'avoir été mon coup de cœur. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Clément. Notez que vous pouvez bien sûr réécouter notre émission sur radioj.fr, YouTube, toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain, dès 15h avec un nouvel invité, Jean-François Derek, pour parler théâtre. À demain, belle journée à tous sur Radio J. On écoute un petit medley.